Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. Donc, on va parler aujourd'hui d'outils innovants en recherche clinique. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Khalil, qui est business developer chez DataCapt. Merci Khalil d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci surtout à toi de m'avoir invité. Et je trouve les épisodes de plus Avec- en plus intéressants, très chouettes. Bravo pour le travail que tu Merci fais. beaucoup. C'est vraiment top. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu de ton parcours et te présenter rapidement? Alors moi, en quelques mots, je suis pharmacien de formation. Mon rêve à l'époque, c'était de faire du marketing pharmaceutique. Ça avait vraiment le vent en poupe et je trouvais l'idée vraiment très originale. Vraiment, le marketing pharmaceutique, c'était d'aller vers la communication scientifique auprès des médecins, auprès des spécialistes, et je trouvais l'idée très intéressante. Mais entre-temps, j'étais alpagué par les études cliniques. Voilà, c'était arrivé, je suis une première CRO où j'ai compris ce que c'était, j'ai commencé à m'y intéresser et depuis, bah, comment dire, ça me colle à la peau. Je m'en sors pas, je ne sors pas de l'étude clinique. Je suis resté quand même à peu près bien une douzaine d'années en CRO avec différentes missions, différents types d'études. Ça qui est vraiment top aussi, c'est que ça avait soit du DM, soit du pharma, soit du consumer health. Enfin, j'ai touché à plusieurs types de produits de santé, donc plusieurs types d'études cliniques. Et j'ai rejoint l'aventure DataCapt il y a maintenant un an. Mais parce que j'ai toujours aussi eu un attrait assez important pour l'aspect digitalisation des études, je trouvais que ça avait une importance monumentale et je sentais à ce moment-là que c'était l'avenir. Donc j'étais aussi dans les CRO où j'ai travaillé, j'étais aussi impliqué très fortement dans la partie digitalisation des études, comment on peut le faire pour le digitaliser ensemble, comment structurer la donnée clinique, comment aller de l'avant, comment faciliter l'expérience patient. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas aller plus là-dedans, cumuler un peu les deux choses que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment être impliqué dans les études cliniques et derrière impliqué dans la digitalisation des études. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'aventure DataCap. Ok, très bien. Et donc, ton rôle actuel, c'est business developer, mais c'est quoi exactement? Ça consiste à faire quoi? Alors, mon rôle actuel, il y a une grosse partie où je vais accompagner tous nos partenaires actuels et nos futurs partenaires sur la plateforme à bien comprendre leurs besoins. Parce que c'est vrai que quand on a des vis-à-vis aujourd'hui, le niveau de connaissance en termes d'études cliniques peut être variable. C'est en fonction de leurs besoins, de la typologie d'études. Des fois, je suis même amené à relire les protocoles des études pour comprendre quelles fonctionnalités ils ont besoin, comment ça va fonctionner et amener vraiment les bonnes solutions de DataCap, la bonne manière d'utiliser DataCap pour que ce soit cohérent avec le ou les projets que les partenaires auront à faire. J'interviens aussi en partie sur le développement du produit, puisque le produit évolue aussi et évolue très vite. Donc, grâce à mon bagage un peu plus opérationnel, parce que j'ai travaillé aussi dans des centres d'investigation clinique sur le terrain, donc il y a des choses que j'ai vues et du coup, j'accompagne aussi sur la partie réflexion sur les évolutions du produit. Mon principal rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner nos partenaires, mais j'interviens aussi sur la partie évolution de DataCat. D'accord, donc finalement, ça te permet d'avoir vraiment une vision globale sur les 2 côtés. OK, c'est génial. Complètement. Et quel était le gros défi qui a poussé à créer l'outil? Alors le gros défi à l'époque, parce qu'il y a deux cofondateurs pardon, de DataCap, c'était de se dire, dont une était vraiment très impliquée dans le milieu des études cliniques, qui a fait 30 ans d'expérience dans des environnements très divers, et le deuxième qui est très un attrait digital, très expérience utilisateur, un peu limite marketing sur certains points, c'était de se dire à l'époque, ben, on avait besoin d'une solution, mais soit c'était des solutions un peu entre guillemets obsolètes en termes d'interface utilisateur, en termes de facilité d'utilisation qui nécessitaient des fois des années d'expérience en codage, en des choses qui n'étaient pas vraiment à la portée de tout le monde, soit des solutions énormes avec des prix des fois bah, qui n'étaient pas adaptés à tous les marchés et à tous les acteurs, on va dire, des études cliniques. Donc l'idée, c'est de dire, bah, on peut faire les deux, faire une solution qui soit nouvelle, qui soit une autre vision des choses, qui soit facile d'utilisation au quotidien pour tout le monde et qui soit aussi qui reste accessible pour l'ensemble des acteurs des études cliniques. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de DataCapt. Et c'est comme ça que la boîte a été créée en 2019 et le produit a été lancé, je pense en 2020 si je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça que ça a commencé à pousser au fur et à mesure avec des fonctionnalités de plus en plus avancées. Mais l'idée initiale, c'était vraiment de se partir de ce constat-là, de se dire aujourd'hui soit c'est des produits obsolètes, l'expérience qui n'est pas simple, soit le coût est trop important. Quel est le juste milieu qui n'existait pas? Eh ben, la solution, c'est DataCap. OK, et c'est vrai que ce type d'outil évolue souvent. Je sais que tu as pas été là forcément à la création, mais est-ce que tu as une idée sur les premières réactions ou du moins aujourd'hui lorsque tu en parles à des clients, à des futurs utilisateurs, quelle est leur première réaction?
Et ben moi, enfin, même maintenant, enfin, ce que je participe aussi à ce que j'aime beaucoup dans mon travail aujourd'hui, c'est que je participe dans ce qu'on appelle nous le discovery, la découverte du client et de son besoin ou du potentiel partenaire et de son besoin. Et c'est assez souvent là, à ce moment-là, où je montre la plateforme avec les fonctionnalités et je vois les réactions. Et assez souvent, on s'est dit, mais en fait, on pensait pas qu'un outil de collecte de données cliniques qui se veut être sérieux un peu trop puisse être aussi user-friendly, facile à prendre en main, je peux aller très vite, je peux construire très facilement. J'ai pas besoin de me faire 2 années de codage en langage spécifique, en SQL ou en Java pour monter mes formulaires. Et c'est principalement cette partie-là, interface, user-friendly et enfin, que la prise en main soit simple, qui plaît très vite et ça se voit en fait. Dès que je monte le produit, en général, c'est la première réaction que j'ai pendant les échanges avec les partenaires. D'accord, et est-ce que tu as un retour qui t'a marqué? Peut-être, c'est un retour aussi qui m'a marqué, mais parce que c'était un des premiers partenaires avec qui j'ai moi commencé à travailler, que voilà, on a eu des échanges, et puis ça s'est concrétisé. C'est que c'était une jeune boîte qui voulait lancer une activité CRO, recherche clinique, qui avait pas du tout d'outils et qui avait un certain nombre d'études qui arrivaient très vite. C'est aussi, bah, ils ont pu tout mettre en place très rapidement, former tout le monde très rapidement, former les centres investigateurs pareil très rapidement. C'est vraiment, ça m'a marqué parce que je trouvais que ça facilitait énormément la mise en place parce qu'en sachant qu'en mettant, en lançant, et je pense que tu le sais, une nouvelle activité, Nawel, en se lançant un peu en entrepreneur avec une boîte qui est pas une taille très importante non plus, bah, c'est que ça leur a énormément facilité le quotidien. Et jusqu'à maintenant, quand je la croise, elle me remercie pour ça parce que c'est des phases critiques d'une activité, Mmh. d'une entreprise qui vient de se lancer. Et j'étais content parce que ça leur a permis vraiment de s'enlever une partie, entre guillemets, des problèmes de la tête et de penser vraiment à l'étude en elle-même et pas se prendre la tête à l'outil, comment je vais faire, qui je vais prendre, comment je vais me former, est-ce que la formation va durer 3 mois? Non, non, parce que j'ai commencé à lui dire, je dis nous, en général, au bout de 3 heures de formation, voire même moins, ça dépend à quel point on est à l'aise et technophile, mais au bout de 3 heures, on crée déjà ses propres formulaires, on invite les utilisateurs, puis ça allait très vite. Et moi, ça m'a marqué parce que déjà, c'était un des premiers partenaires avec qui je commence à travailler. Mais c'est surtout que jusqu'à maintenant, elle est marquée et puis la boîte avance très bien, ça grandit, ça pousse. Donc, on a aussi, entre guillemets, aidé une jeune boîte à se développer, à structurer son activité, structurer. Je trouvais que voilà, je trouve que c'est chouette. Très bien. Et si on parle de fonctionnalités, quelles sont, alors je sais que DataCapt, c'est pas uniquement un ICRF, mais il y a d'autres fonctionnalités. Est-ce que tu peux, nous en parler? Oui, alors déjà, pour reprendre un peu le contexte global de DataCap, il y a deux grands volets, deux grands modules. Le premier, c'est la partie collecte de données dans le cadre d'une étude clinique. Donc, c'est le ICRF, le ePro et le eConsent. Mais aussi, on a un module qu'on appelle CTMS Site, qui est très orienté sur le site, justement pour la gestion de bases de données patients, gestion de la prise de rendez-vous, des agendas, de support de recrutement, créer des campagnes de recrutement. Mais c'est très orienté site. La partie collecte de données dans le cadre d'une étude, c'est ce qu'on appelle plus communément un peu l'EDC, l'Electronic Data Capture, où là, on a un module d'ICRF, on a aussi un module d'IPRO qui permet d'envoyer des questionnaires en ligne aux patients participant à l'étude. L'envoi même peut se faire en fait pour digitaliser le questionnaire. Ça peut être juste scanner un QR code sur site, ou ça peut être un envoi via mail avec SMS avec tous les rappels et les différentes fonctionnalités. On peut très facilement aussi programmer un questionnaire à envoyer, je sais pas, une fois toutes les semaines, une fois tous les jours pendant 4 mois. Voilà, les différentes possibilités. On a aussi le module de consentement électronique. Et ça, c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place en France et plus particulièrement enfin, en Europe dans sa globalité. Et peut-être un petit point à souligner là-dessus, c'est qu'il faut bien distinguer l'utilisation d'un consentement électronique dans le cadre d'une étude décentralisée, parce que e-consent ne veut pas forcément dire à distance. Là, ce qu'on propose nous, c'est soit de digitaliser le consentement, le document lui-même, ce qui lui permet aussi de le personnaliser avec des supports comme du contenu multimédia, des vidéos, des images, encore une fois, pour faciliter la compréhension par le patient de l'étude, où on peut proposer également du distanciel, et du coup, à ce moment-là, le consentement électronique pourra être envoyé par mail ou par SMS. On propose aussi de la randomisation, intégrée directement sur la plateforme, et pareil aussi à la randomisation, ce qui va venir aussi très bientôt, c'est à partir de la rentrée, c'est la partie gestion des unités thérapeutiques. Et pareil aussi, d'ici fin d'année, on aura aussi la fonctionnalité de medical coding, avec principalement du Oudrug et du Medra. Et puis c'est des choses qui vont arriver très vite. Voilà, après on a pas D'accord. mal d'autres fonctionnalités de traduction. On propose la traduction sur plus de 85 langues, la gestion documentaire. Par exemple, si je veux mettre à dispo le protocole de l'étude à tel centre, bah, j'ai une partie gestion documentaire.
On peut aussi des fonctionnalités que moi je trouve très bien aussi. Moi à l'époque, pour l'anecdote, j'étais client de DataCapt avant de rejoindre DataCapt et je trouvais que cette fonctionnalité était très bien. C'est une automatisation d'alerte. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un adverse event sur mon étude, je peux planifier une alerte qui est envoyée à telle adresse mail à tel moment. On peut la personnaliser. Le patient numéro XXX a un adverse event. Veuillez vous connecter pour avoir plus de détails. Et on peut la personnaliser sur un envoi de questionnaire, sur une question remplie dans l'ICRF, ce qui permet en fait de s'organiser, parce que des fois on sait qu'on n'est pas tout le temps non plus sur la plateforme, mais même en n'étant pas sur la plateforme, on peut aussi recevoir des alertes. D'accord et donc, Voilà. aujourd'hui, DataCat est utilisé uniquement en France ou, dans d'autres pays? Alors DataCap, non, on est vraiment aujourd'hui dans le monde entier. Je pense que la France représente à peu près 30% de nos partenaires utilisateurs de la plateforme. On est surtout en Europe, surtout aux US, mais on a pas mal aussi en Amérique latine, en Asie, à l'île Maurice, euh, peu de partout en fait dans le monde concrètement. Et DataCap, au moment où la boîte a été fondée, ça a toujours été voulu être, parce que la traduction existait déjà au moment où la plateforme a été lancée et a été opérationnelle, a toujours voulu avoir une visée internationale dès sa Oui. création. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur pas mal de pays, pas mal de continents. Je pense qu'on doit être présent dans plus de 80 pays aujourd'hui. Alors, puisqu'il y a plusieurs fonctionnalités, j'imagine qu'un utilisateur peut prendre uniquement une seule fonctionnalité, par exemple, que l'ICRF, il peut prendre l'ICRF iPro ou que l'e-consent, voilà. Comment ça se passe réellement? Est-ce que, parce que j'imagine qu'elles sont interconnectées. Enfin, entre l'ICRF et l'e-consent, on a directement la date de consentement qui est, mise dans l'ICRF. Mais donc, est-ce que les personnes prennent plus les fonctionnalités à part ou est-ce qu'ils prennent le packaging et qu'est-ce que tu conseillerais aussi? Alors, déjà pour répondre à la première question, tout est possible. En fait, nous, l'idée aussi derrière DataCat, c'est qu'on ne veut pas imposer à nos utilisateurs qui n'ont pas besoin, je dis n'importe quoi, de consentement électronique ou qui ne souhaitent pas l'utiliser, à utiliser tous les modules. Vous pouvez pour une étude prendre juste ICRF, pour une autre étude ICRF ePro eConsent. Il y a une interconnexion. Un exemple, par exemple, on peut ajouter sur l'ICRF un petit bouton très facilement qui permet d'envoyer le questionnaire sans avoir à passer sur le module ePro directement via l'ICRF. C'est des fonctionnalités qui existent déjà aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que c'est le partenaire qui choisit, le client qui choisit les fonctionnalités, les modules qu'il veut en fonction des besoins de son étude, de la finalité, de l'objectif de son étude. Et on reste très, très, très flexible sur ce CEJU-là. En termes de conseils, je vais dire, moi, ça dépend des projets. Parce qu'on a travaillé sur des projets où c'est uniquement du questionnaire en ligne qui est utilisé. Sur d'autres, c'est ICRF, iPro. Il n'y a pas de cas de figure on va dire, qui est le même pour tout le monde. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions à partir du moment où on construit le protocole. Une fois qu'on l'a finalisé, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et c'est là où nous aussi, on a une expertise à donner en fonction du protocole, des finalités d'études, des besoins, à quel point il y a besoin de tel ou tel module. Parce que certains viennent nous voir pour nous dire, bah oui, moi, je vais envoyer un questionnaire via un ICRF. Comment je peux faire? Et là, on essaie d'expliquer les choses. Ben non, l'IPRO, c'est vraiment orienté questionnaire. L'ICRF, c'est les données collectées par l'investigateur. Et c'est là où nous, on peut rajouter aussi une expertise supplémentaire, dire voilà le bon module, ça, on pense pas que ce soit opportun. L'idée, c'est vraiment d'adapter à chaque fois en fonction du projet. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans notre métier, c'est qu'on a une telle diversité de projets. Il n'y a aucun projet qui ressemble à un autre que finalement, à chaque fois, c'est on met les dés sont relancés et puis on s'imagine et puis on essaye aussi d'apporter le plus d'expertise possible pour que finalement la plateforme utilisée corresponde exactement aux besoins du projet. OK, très bien. Alors la question la plus compliquée, je pense, pourquoi choisir DataCat et pas un autre outil? Alors, pourquoi choisir DataCapt? Le premier point, on en a déjà parlé un peu au tout début de notre échange, c'est que l'interface est très facile d'utilisation pour tout le monde, que ce soit pour la personne qui va faire le design. Alors, c'est toujours bien d'être data manager, expert, etc. Mais là, même si vous l'êtes pas, c'est du 100% no code. Donc, il y a juste à rajouter le type de question que vous souhaitez. Il y a plus de 25 types de questions. Si je veux uploader un document, si je veux rajouter une liste déroulante, si je veux écrire du texte, des choses comme ça. Ça permet de structurer aussi la data. Chaque question et chaque réponse aura une référence unique. Il y a l'aspect aussi hébergement. Donc aujourd'hui, la sécurité des données est un point qui est clé et essentiel. Nous, on propose de l'HDS, ISO 27001, et on propose aussi ce qu'on appelle du Secnum Cloud en France. Et c'est les normes du cloud souverain français, qui n'existent pas sur toutes les autres plateformes.
L'aspect flexibilité, je trouve que c'est un apport qui est monumental parce qu'on n'a pas besoin à chaque fois de prendre l'ensemble de la plateforme, qu'on ait besoin d'ICRF uniquement, ça sert à rien d'avoir le reste en fait. Et donc nous, c'est notre capacité d'adaptation en fonction du projet qui est très importante. On a aussi un module qui, notamment pour le secteur du dispositif médical, qui est vraiment différenciant. Nous, toute notre plateforme est ce qu'on appelle est basée sur de l'API. L'API, c'est une technologie de communication et d'interopérabilité. Toute notre plateforme aujourd'hui est interopérable. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises du dispositif médical numérique qui collectent de la donnée via directement ce dispositif et qui n'ont pas besoin de retranscrire, ou alors des fois par souci de qualité, quand on retranscrit, bah, le risque d'erreur il est tout aussi important. C'est que derrière, bah, c'est connecté. L'EDM numérique collecte la donnée, ça envoie directement dans l'ICRF et finalement, à la fin, on se retrouve avec un seul dataset. Et donc, même en termes d'exploitation de données à la fin du projet, bah, c'est beaucoup plus simple. En termes de qualité, c'est 10 fois mieux. Donc tout ça fait que ça en fait aussi une plateforme complète où il y a tout ce dont on a besoin pour gérer d'une manière très simple, avec des dashboards très intuitifs, avec la gestion de la documentation, avec la traduction. Donc finalement, plus de limites. Finalement, il faut qu'on s'adapte aussi au pays, aux langues locales, notamment dans le cadre que ce soit de l'ICRF, du consentement électronique. Il faut vraiment qu'on ait cette capacité à traduire dans les langues. Et là, bientôt aussi, on va introduire de l'IA qui va venir aussi améliorer encore plus la traduction dans les langues. Il va être vraiment adapté, avoir du contenu médical et contrôlé, validé. Donc tout ça fait que finalement, ça en fait une plateforme globale. Tout ce dont vous avez besoin est là. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Tout est très facile d'utilisation. Vous avez les mains dedans très vite. Donc finalement, si vous avez un projet à lancer, l'idéal, c'est DataCap, parce que vous avez tout dedans. Vous pouvez lancer très vite. Même des délais, on a pu lancer des études très, très, très vite. Et puis, vous avez des personnes très sympas aussi autour dans l'équipe. Donc, Je c'est confirme. encore un atout majeur. Exactement. Là, tu viens de parler de gestion documentaire, donc est-ce qu'il y a un ITMF intégré ou pas du tout? Enfin, c'est Alors, dans pas quel pour le sens? moment. Nous, pour le moment, on OK, propose juste du stockage de documents avec création de dossiers, etc. On propose pas un ITMF en bonne et due forme avec du suivi de versionning. C'est des choses qui vont arriver, mais peut-être pas à court terme. Et c'est pas quelque chose qu'on nous demande énormément, hein, concrètement aujourd'hui, l'ITMF. d'accord. Ou même, le classeur investigateur, électronique non plus? Ce n'est Non, pas pas pour le pour le moment. moment? Non. Là, pour le moment, D'accord, l'idée, c'est vraiment d'être focus sur la gestion de la donnée clinique. Justement, je parlais un peu tout à l'heure de la partie medical coding pour pouvoir l'incorporer aussi. Je parlais aussi de la gestion de la randomisation qui est un vrai sujet dans les études cliniques avec des méthodologies de plus en plus poussées aujourd'hui par la partie rando. La gestion des UT qui est un vrai challenge en termes de logistique pour les centres. Donc, on est plus parti dans cet environnement-là où on a vu que il y avait peut-être aussi des choses qui manquent ailleurs, parce que ça vient aussi de nos utilisateurs. On se dit pas aujourd'hui, bah, demain, on va faire du medical coding. Non, c'est qu'on échange, on est très, très, très proche des utilisateurs finaux de la plateforme, qu'ils soient au niveau des CRO, des centres, du sponsor de l'étude, pour recueillir un maximum de retours sur l'utilisation, sur les fonctionnalités, de comment vous voyez les choses. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on fait évoluer et qu'on construit le produit. Et on a vu qu'il y avait un gros challenge sur la collecte de la data clinique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du moins jusqu'à la fin de cette année, on est très focus sur ce point-là. et de manière globale, après ton expérience, dans le métier, quelles sont les limites dans la collecte des données? Bah, à la base, nos limites, c'était surtout ça, parce qu'on nous demandait assez souvent soit du medical coding, du Oudrog ou du Medra, qui OK, pour certaines études était un must-have, hein. Il y a des partenaires avec qui on continue à échanger aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas encore travaillé ensemble parce que pour eux, faire une étude sur medical coding, c'est pas possible. Et l'autre versant, c'est la partie rando couplée à la gestion des UT, justement pour OK. assigner en fonction d'une randomisation en double blind les UT, enfin, quand il y a différentes UT ou alors différentes randomisations. Mais c'est des points qui d'ici fin d'année seront tous complètement mis en place et opérationnels. Donc finalement, on lève ces limites-là. Après, peut-être les autres limites, c'est des modules qu'on n'a pas. On n'a pas de aujourd'hui et peut-être que ça viendra hein, dans les prochaines années un vrai CTMS en bonne et due forme avec la gestion de la documentation, un ITMF, c'est des choses que pour le moment on se dit on veut avoir un EDC qui soit le plus complet possible et qui soit le plus flexible possible, parce qu'on essaie de pousser un peu le vice loin, même quand on prépare nos mises à jour, on fait tourner auprès de nos différents partenaires sur différentes thématiques, différentes aires thérapeutiques. Ben nous, on a prévu les choses comme ça. Vous en pensez quoi? Et même des cas, on s'est dit, ouais, le cas particulier du cas particulier, ça se passe comment? Et c'est ça qui pousse aussi à essayer de prévoir. Alors, je dis pas qu'il y a des cas qu'on pourra pas, enfin, qu'on pourra couvrir tous les cas. Mais ça nous pousse aussi à certaines limites, à se dire, ouais, ça, il faudrait le réfléchir comme ça, parce que dans ce cas-là, c'est pas possible. Et ce qui permet aussi de faire évoluer déjà très vite
mais que ce soit aussi compatible avec la réalité du terrain opérationnel des études cliniques. Et c'est ça qui est un atout majeur dans notre vision et dans notre évolution de notre plateforme. OK. Et pour les personnes intéressées, est-ce qu'elles peuvent tester l'outil gratuitement, avoir une démo? Voilà, comment faire? Alors, tester l'outil gratuitement, on l'a eu fait au tout début de la plateforme, sauf que les gens arrivent sur la plateforme, assez souvent, ils sont perdus, ils savent pas trop qu'est-ce que je vais faire. Il n'y a pas d'objectif réel derrière le test. Et assez souvent, ça s'épuise parce qu'il n'y a pas le temps non plus. L'idée de ce qu'on peut faire, nous, en général, on peut proposer des démos. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent, des démos d'une heure et demie, où on va profondeur. Et pendant la démo, ce qui nous arrive de faire, c'est qu'on en reçoive de la part du client, moyennant bien sûr des éléments confidentiels qui sont déjà enlevés, mais quelques éléments de l'étude. Nous, on les construit en amont, et puis une autre partie, on peut la construire ensemble sur la plateforme. Ce qui est vraiment, ce qui rajoute encore plus de possibilités de se projeter sur l'utilisation de la plateforme. Et là, on est dans un objectif qui est de construire une partie d'un ICRF, construire un questionnaire bien défini ensemble. Je construis un EQ5D, comment je vais faire. Je construis une visite entière d'une étude, comment je vais faire sur mon ICRF. J'ai quelques idées pour faire un e-consent avec des vidéos images, comment je vais le faire. On est vraiment dans un objectif en sachant que derrière aussi, les gens, on peut faire une ou plusieurs sessions de démo, comme ça permet de voir toutes les fonctionnalités. Là-dessus, on est très flexible, mais d'ouvrir l'utilisation de la plateforme comme ça sans finalité définie, nous, on a vu de notre côté que c'était pas le plus efficace aujourd'hui. Pour en savoir plus, où est-ce qu'on peut te contacter ou contacter l'équipe? Bah, partout, c'est possible, sur notre site internet, sur ma page LinkedIn, la page LinkedIn de DataCap, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Je suis pas très actif sur le reste des réseaux sociaux, donc je suis pas sûr que vous réussissiez à me trouver. Mais sur LinkedIn, je suis assez réactif par mail, téléphone, voilà. Même venir sur place pour les gens qui sont à Lyon. Il y a un OK. grand plaisir. En tout cas, je mettrai tout en description, le site web de DataCraft, le LinkedIn de Khalil et voilà, n'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé. C'est la fin de notre épisode. Merci beaucoup Khalil, Mais encore une fois d'avoir, répondu à toutes les questions. Moi, je trouve que l'outil est très, très, intéressant. Il est très complet surtout et facile d'utilisation. Encore une fois, pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à le contacter et je vous dis merci d'avoir, écouté l'épisode jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouvel épisode.